Ma mère m'a piégé pour une réunion de famille. Quand je suis arrivé, des avocats étaient déjà là, prêts à me forcer à tout céder. Quand j'ai refusé de renoncer à l'héritage, ils m'ont menacé. J'ai simplement souri et dit, 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes nombreux, puis j'ai ajouté calmement, le plus drôle, c'est que moi aussi, je n'ai amené qu'une seule personne. Dès que je suis entré dans le salon privé au fond du restaurant, j'ai su que ce n'était pas le brunch familial décontracté que ma mère m'avait promis. Les lumières étaient trop vives, la table trop propre, et il y avait une épaisse pile de documents posés au milieu, juste à côté d'un stylo qui ne m'appartenait pas. J'ai senti ma gorge se serrer en remarquant l'homme en costume déjà assis, son ordinateur portable ouvert, les yeux rivés sur moi plutôt que sur le menu. Ma mère a souri, comme si tout cela était normal, et a dit que nous devions simplement discuter de ce qui était juste après la mort de mon père. Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans. Je travaille à distance dans la tech, et je m'y connais assez en contrat et en banque en ligne pour reconnaître un piège quand j'en vois un. Pourtant, rien ne m'avait préparé à entendre que cet inconnu était son avocat, et que les papiers devant moi avaient été rédigés pour redistribuer mon héritage afin que tout le monde puisse en profiter. Il a fait glisser l'accord de l'autre côté de la table. Ma mère a croisé les mains comme un juge, et les autres personnes présentes dans la pièce m'ont fixé comme si j'étais déjà coupable de quelque chose. Il a dit que tout ce que j'avais à faire, c'était de signer et de transférer la majeure partie de ce que mon père m'avait laissé, pour le bien de la famille. Quand j'ai refusé, le ton a changé. Les sourires ont disparu. Ils ont commencé à laisser entendre qu'ils me traîneraient devant les tribunaux, ruineraient mon crédit, et me rendraient la vie très difficile si je ne coopérais pas. Mon cœur battait la chamade, mais je pouvais sentir la voix de mon père au fond de mon esprit, me rappelant qui avait réellement la loi de son côté. J'ai regardé autour de la table, comptant lentement à voix basse, puis à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes nombreux. Ils ont froncé les sourcils, confus, et c'est là que j'ai souri pour la première fois de la journée. Ce qui est drôle, c'est que j'ai dit n'avoir amené qu'une seule personne, moi aussi. Si vous voulez savoir qui est entré après ça, et comment cette petite réunion de famille s'est transformée en la pire décision que ma mère ait jamais prise, écoutez jusqu'à la fin. Je n'ai pas toujours été cette fille assise dans un salon privé face à un avocat, comptant les gens comme des pièces d'échiquier. Pendant la majeure partie de ma vie, j'étais juste une gamine d'une banlieue calme de San Diego, qui pensait que la famille signifiait des soirées jeux, des virées chez Costco, et les blagues terribles de mon père sur le JavaScript. Mon père, Richard, était ingénieur logiciel dans une petite entreprise technologique. C'était le genre de gars qui emportait les restes pour son déjeuner, et qui conduisait la même vieille Honda depuis des années parce qu'elle fonctionnait encore. Ma mère, Laura, détestait ça. Elle voulait la maison dans la résidence fermée, la nouvelle voiture hybride garée dans l'allée, et les vacances Instagram qui rendaient tout le monde jaloux. Quand j'avais 15 ans, le fossé entre eux a fini par s'ouvrir complètement. Je me souviens encore du soir où ils m'ont fait asseoir à la table de la cuisine. Mon père avait une pile de relevés bancaires imprimés. Ma mère avait un tableau Pinterest de maison de vacances ouvert sur sa tablette. Elle m'a dit qu'elle en avait assez de juste s'en sortir. Il lui a dit qu'il en avait assez de faire semblant qu'il pouvait s'offrir une vie qu'il n'avait pas. La Californie est un état de communauté de biens, ce qui signifiait essentiellement que le tribunal regardait tout ce qu'ils avaient construit ensemble et le coupait en deux. Ma mère y a vu une chance d'enfin améliorer sa vie. Mon père y a vu la perte de la moitié de tout ce pour quoi il avait travaillé, tout en restant responsable de la pension alimentaire et du soutien aux enfants. Après le divorce, je suis resté principalement avec mon père dans un modeste condo près de Carlsbad. Ce n'était rien de chic, mais je pouvais entendre l'océan si j'ouvrais la fenêtre de ma chambre la nuit. Le vendredi, il me laissait choisir le dîner sur DoorDash, et nous mangions des tacos directement dans les boîtes en regardant Netflix sur le canapé. Il m'a montré comment utiliser des applications de budget, m'a expliqué ce qu'était un 401k, plan d'épargne retraite, et pourquoi les scores de crédit comptaient plus que les sacs de créateurs. Alors que les parents des autres enfants se vantaient de leur nouvelle voiture, mon père se vantait de rembourser sa carte de crédit chaque mois. Ma mère, en revanche, a déménagé plus haut sur la côte, dans le comté d'Orange, et a semblé se réinventer du jour au lendemain. Elle a épousé Victor, un charmant agent immobilier spécialisé dans la vente de maisons qui semblait tout droit sorti d'une émission de télé. Soudain, son Facebook était rempli de photos de barbecue dans le jardin et de dégustation de vin. Elle avait 2 nouveaux enfants dans sa vie, Mia et Ethan, et ils portaient tous des tenues assorties sur leurs photos de Noël.
J'étais techniquement toujours sa fille, mais la plupart du temps, je me sentais comme une invitée spéciale dans la famille parfaite qu'elle essayait de construire. Chaque fois que je faisais défiler ses publications, c'était la même chose, si fier de ma famille incroyable. Béni de vivre ma meilleure vie. Je n'étais jamais sur les photos. Elle n'appelait pas pour demander comment s'étaient passés mes examens ou ce que je voulais faire après le lycée. Elle appelait pour me dire que Mia avait intégré l'équipe universitaire, ou qu'Ethan avait gagné un tournoi. La seule fois où mon nom était mentionné, c'était quand elle se plaignait d'argent auprès de mon père. Mon père rentrait de ses conversations un peu plus silencieux, un peu plus fatigué, mais il rebondissait toujours en mettant un vieux film et en faisant du popcorn sur la cuisinière. Le week-end, nous allions faire de la randonnée dans les canyons locaux où nous remontions la côte pour des excursions bon marché. Il montrait les maisons sur les falaises et disait, « Les gens sont obsédés par ces maisons, mais ils vont quand même au lit avec les mêmes problèmes que tout le monde. » Il gardait notre vie simple, mais elle semblait honnête. La nuit, quand je m'inquiétais d'être, d'une manière ou d'une autre, la raison pour laquelle tout s'était effondré, il s'asseyait au bord de mon lit et me disait, « Tu ne dois ton avenir à personne, juste parce qu'il partage ton nom de famille. Construis quelque chose de vrai, quelque chose qui t'appartient. » Ces mots semblaient dramatiques à l'époque, comme quelque chose qu'un père de film dirait. Je ne savais pas qu'il rencontrait discrètement un avocat, mettait à jour ses papiers, et s'assurait que si quelque chose lui arrivait, je ne serais pas à la merci de la conception de la justice selon ma mère. Je pensais que la pire partie de ma vie était déjà derrière moi une fois le divorce finalisé et que tout le monde était passé à autre chose. Je n'avais aucune idée qu'un trajet de nuit sur l'autoroute I-5, des années plus tard, m'enlèverait mon père et transformerait ses leçons d'argent tranquilles en une guerre totale pour tout ce qu'il m'avait laissé. Quand on grandit avec un père qui vérifie chaque ceinture de sécurité et change d'itinéraire pour éviter les bouchons juste par prudence, on ne pense jamais qu'un accident de voiture sera la fin de son histoire. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Un mardi soir pluvieux, il rentrait par l'IE5 après être resté tard au bureau pour terminer une mise à jour logicielle. Un conducteur somnole a dévié de sa voie. Il y a eu une réaction en chaîne, et au moment où la patrouille routière m'a appelé, mon père était déjà parti. Le monde est devenu silencieux, de cette façon qu'il a quand quelqu'un débranche la prise de toute votre vie. Les funérailles étaient petites et simples, exactement comme il l'aurait voulu, quelques collègues de son entreprise technologique, quelques voisins de l'immeuble, et moi, debout là, essayant de respirer malgré le nœud dans ma poitrine. Ma mère s'est présentée habillée en noir comme une veuve de cinéma, Victor à ses côtés, Mia et Ethan se tenant un peu derrière eux comme des accessoires. Elle pleurait assez fort pour que tout le monde l'entende, serrant dans ses bras des gens à qui elle avait à peine parlé depuis des années, disant à qui voulait l'entendre à quel point elle avait le cœur brisé. Je me tenais à côté de son urne, pensant, tu n'aimais pas cet homme. Tu aimais la vie qu'il ne pouvait pas te donner. Après la cérémonie, alors que les gens se dirigeaient encore vers le parking, une femme en blazer bleu marine et talons pratiques s'est approchée de moi. Elle s'est présentée comme Elena, l'avocate de mon père. Nous nous sommes assises à une table de pique-nique en métal à l'extérieur de l'église, l'air chargé de l'odeur des fleurs et du café. Elle m'a expliqué que mon père avait été très minutieux, qu'il avait mis à jour son testament plus d'une fois après le divorce, et qu'il avait été préoccupé par d'éventuelles pressions de la part de ma mère. C'était sa façon polie de dire qu'il savait que ma mère viendrait chercher son argent dès qu'il serait parti. Selon le testament, tout ce qui était incontestablement sa propriété séparée après le divorce, plus les actifs qu'il avait constitués depuis, me revenait, le condo à Carlsbad, ses actions technologiques, un peu d'Apple, des fonds indiciels, son IRA et ses comptes 401k. Ce n'était pas une fortune de milliardaire, mais c'était la richesse prudente et solide d'un homme qui avait passé toute sa vie à être responsable. J'aurais dû me sentir coupable d'entendre que tout me revenait. Au lieu de cela, je me sentais juste triste et étrangement fier, comme s'il avait réussi à me protéger même depuis l'au-delà. Elena m'a parlé du processus d'homologation en Californie, comment le tribunal allait valider le testament, superviser le transfert des actifs, et s'assurer que personne ne pourrait le contester sans motif réel. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit, « Ton père a été très clair, Sarah. Il voulait que tu aies le contrôle de ton avenir sans interférence. » Le mot interférence va flotter dans l'air comme un nuage d'orage, et pile à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de ma mère. Un long paragraphe disant que nous devions parler, que mon père voudrait que je pense à toute la famille, et que nous devrions gérer sa succession comme des adultes. Elle n'a pas demandé comment je tenais le coup. Elle a demandé quand nous pourrions discuter des chiffres. Au début,
j'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute. J'ai répondu poliment, dit que nous pourrions parler une fois l'homologation en cours, et mentionné que papa avait une avocate. Elle a ignoré cette partie et est passée directement à demander des estimations approximatives de ce qu'il avait laissé, comme si elle évaluait un bien immobilier. Quand je n'ai pas répondu assez vite, la culpabilisation a commencé. Elle m'a rappelé toutes les fois où elle s'était occupée de moi quand j'étais enfant. À quel point mon adolescence avait coûté cher. Comment Mia et Ethan avaient besoin d'aide pour l'université. C'était toujours la même phrase en boucle, tu dois penser à la famille. Ce qu'elle voulait dire, c'était sa nouvelle famille. J'ai transféré les messages à Elena. Elle m'a dit de ne partager aucun solde ou document spécifique, de ne rien signer, et de n'accepter aucun accord privé. Elle a dit que si ma mère voulait contester le testament, elle pouvait engager son propre avocat et déposer une demande au tribunal. Mais d'après les papiers que mon père avait préparés, c'était peine perdue. J'ai décidé de faire confiance à la femme à qui mon père avait fait confiance, même si cela signifiait décevoir la femme qui m'avait donné la vie. C'est là que le ton de ma mère est passé de la manipulation émotionnelle à de légères menaces. Elle a commencé à laisser des messages vocaux disant que les avocats coûtaient cher, que cela pourrait traîner pendant des années, et que mon crédit pourrait être affecté s'il y avait une bataille juridique compliquée. Elle saupoudrait le tout de phrases sentimentales comme « j'essaie juste de veiller sur toi », avant de glisser vers « tu ne veux pas que ça devienne moche, n'est-ce pas ?» C'était comme écouter un argumentaire de vente emballé dans une carte Hallmark. Plus je tenais bon, plus elle semblait désespérée. J'ai arrêté de répondre à ses appels et j'ai tout noté, date, heure, ce qu'elle disait. Mon père m'avait appris que les batailles d'argent rendent les gens imprudents, et que les gens imprudents laissent des preuves. Quelques semaines après les funérailles, l'homologation a officiellement confirmé le testament. Le condo, les comptes, tout est passé à mon nom. Elena m'a envoyé un dossier soigné avec des copies légales et un email calme sur les prochaines étapes. Dans les 24 heures, ma mère m'a envoyé un email aussi. L'objet était « réunion de famille » et le corps du texte était rempli d'expressions comme « mettre les choses à plat », « discuter des options » et « trouver une solution juste ». Elle a dit que ce serait juste nous, un petit groupe, rien de formel. Elle a suggéré un bon restaurant à Irvine, disant qu'elle ferait une réservation dans un salon privé pour que nous puissions parler ouvertement. J'ai fixé l'email pendant un long moment, sentant ce nœud familier dans mon estomac. Mon père avait tout fait correctement, suivi toutes les règles, et pourtant je me sentais toujours comme une proie invitée à entrer calmement dans un piège. J'ai transféré l'email à Elena avec une simple question, « Viendras-tu avec moi ?» Elena n'a même pas hésité. Elle m'a appelé au lieu de répondre par email, sa voix stable d'une manière qui a finalement fait redescendre un peu mes épaules. Elle a dit qu'elle serait là, que je n'allais entrer dans aucune réunion seule, et que si ma mère voulait jouer à des jeux avec des documents juridiques, elle avait choisi le mauvais adversaire. Le jour de la réunion de famille, j'ai conduit jusqu'à Irvine avec la boule au ventre et un dossier dans mon sac. À l'intérieur se trouvaient des copies du testament, la confirmation d'homologation, et un bloc-notes où j'avais écrit les dates et les résumés de chaque message vocal et de chaque SMS culpabilisant que ma mère avait envoyé depuis les funérailles. C'était mon petit bouclier de papier contre des années à m'entendre dire que j'étais ingrate chaque fois que je ne me laissais pas faire. Nous avons convenu d'un plan simple, j'entrerai la première, je verrai qui était là, et ce qu'il mettait sur la table. Elena attendrait à proximité et entrerait quand je lui enverrais un SMS. De cette façon, ma mère n'aurait pas l'occasion de présenter cela comme une embuscade, même si c'était exactement ce qu'elle avait prévu pour moi. Le restaurant était le genre d'endroit avec une musique étrangement calme et des verres d'eau qui ne semblaient jamais se vider. Une hôtesse m'a conduite devant des couples en rendez-vous et des déjeuners d'affaires jusqu'au fond, où une porte en verre dépoli marquée « privé » était déjà fermée. Mon cœur cognait contre mes côtes lorsqu'elle l'a ouverte, et je suis entré dans la pièce que j'ai décrite au début de l'histoire. Ma mère était assise en bout de table dans un chemisier noir, la posture parfaite, comme si elle présidait un conseil d'administration. Victor était assis à sa droite, dans un blazer qui avait l'air cher mais un peu trop serré, comme s'il avait grandi dans une version différente de lui-même que celle qu'il avait achetée. Mia et Ethan étaient là aussi, de l'autre côté de la table, à côté d'un homme en costume gris avec un ordinateur portable élégant ouvert devant lui. Personne n'avait de menu. Il y avait une carafe d'eau, une pile soignée de papier, et un stylo aligné parfaitement au-dessus. « Sarah, tu as pu venir ?» a dit ma mère, comme si j'étais arrivé en avance pour aider à décorer pour une fête. « Nous voulons juste parler. » L'homme en costume s'est levé et m'a tendu la main. Il s'est présenté comme Daniel,
un avocat, aidant la famille à explorer les options concernant la succession de votre père. La façon dont il a dit « famille » donnait l'impression que tout le monde dans la pièce avait perdu la même chose que moi, comme si nous étions tous égaux ici, essayant simplement de partager le deuil. Je me suis assise lentement et j'ai remarqué la première page de la pile devant moi. Elle portait mon nom et plus de langage juridique qu'une personne normale ne lirait volontairement lors d'un brunch. Des termes comme « redistribution »,« accord volontaire » et « irrévocable ». Mon estomac s'est retourné. « Avant que tu ne paniques », a dit ma mère, se penchant en avant avec un regard compatissant manifestement répété, « nous voulons juste nous assurer que tout le monde est à l'abri du besoin. Le testament de ton père n'a pas pris en compte la réalité de la famille. Maintenant, les choses sont différentes. » Elle a désigné Mia et Ethan comme s'ils étaient des lignes budgétaires. L'université coûte cher. La vie coûte cher. C'est juste une question d'équité. Daniel a pris le relais, expliquant que le document était un « accord de règlement familial » qui me permettrait de transférer une « portion raisonnable » de l'héritage dans un trust partagé. Raisonnable, selon les chiffres imprimés en encre noire et austère, signifiait environ 65%. Il a dit cela sur le même ton que quelqu'un pourrait utiliser pour suggérer de partager l'addition. J'ai gardé un visage neutre, mais à l'intérieur, je sentais la chaleur monter. Mon père avait fait des heures supplémentaires, conduit sur cette maudite île 5 la nuit, sauté des vacances pendant des années, et maintenant on me disait qu'honorer ses choix était égoïste. Personne n'essaie de te prendre quoi que ce soit, a ajouté ma mère, ce qui était presque drôle étant donné que le contrat existait littéralement pour me prendre des choses. Nous ne voulons simplement pas que cela devienne une bataille juridique longue et moche. Cela nuirait à ton crédit, à ton avenir. De cette façon, nous gérons cela en privé, comme des adultes. J'ai pensé aux SMS qu'elle avait envoyés, aux messages vocaux où sa voix devenait tranchante chaque fois qu'elle prononçait le mot « juste ». J'ai pensé à mon père assis au bord de mon lit, me disant que je ne devais mon avenir à personne. J'ai pris une respiration. Alors, ai-je dit prudemment, si je ne signe pas ça, que se passe-t-il? La température dans la pièce a chuté de quelques degrés. Victor a bougé sur sa chaise. Mia fixait la table. Ethan continuait de regarder son téléphone comme s'il souhaitait être n'importe où ailleurs. Daniel a croisé les mains et m'a lancé un regard qui se voulait peut-être bienveillant. Alors cela pourrait devenir compliqué, a-t-il dit. Votre mère pourrait contester certains aspects de l'homologation. Il pourrait y avoir de longs délais, des frais juridiques, des archives publiques. Cela pourrait impacter votre crédit ou votre capacité à jouir rapidement des actifs. Les conflits sont stressants. Nous essayons d'éviter cela. Ma mère est intervenue à nouveau, sa voix se tendant juste assez pour laisser glisser le masque. Nous te donnons une chance de montrer que tu tiens à cette famille. Tu n'es pas la seule à avoir perdu quelque chose, Sarah. Mia postule à des universités. Ethan a tout son avenir devant lui. Nous te demandons de faire ce qui est juste. Je les ai regardés un par un. L'avocat prêt à facturer à l'heure. Victor, qui avait épousé la soif de statut de ma mère. 2 adolescents qui avaient grandi dans un monde où j'étais une note de bas de page. Et ma mère, qui pouvait pleurer sur commande et parler d'amour tout en poussant un stylo vers ma main. Je pouvais sentir mon pouls au bout de mes doigts, mais ma voix est sortie calme. Combien êtes-vous, déjà, ai-je demandé doucement, surtout pour moi-même au début. Ma mère a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? J'ai laissé mon regard glisser autour de la table comme si je comptais les couverts. 1, ai-je dit en hochant la tête vers ma mère. 2, vers Victor. 3. 4. Pour Mia et Ethan. J'ai fait une pause sur Daniel. 5. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement sourd du restaurant derrière la porte. Vous êtes nombreux, ai-je dit finalement en croisant le regard de ma mère. La confusion a traversé son visage, puis l'irritation. Sarah, ce n'est pas une blague. J'ai souri, et pour la première fois depuis mon entrée, j'ai ressenti autre chose que de la peur. Je me sentais prête. Tu as raison, ai-je dit. Ce n'en est pas une. J'ai tendu la main, sorti mon téléphone de mon sac et tapé un seul mot que j'avais déjà préparé dans un brouillon avant d'arriver. Puis j'ai posé le téléphone face contre table à côté du stylo intact. Ce qui est drôle, ai-je ajouté, c'est que je n'ai amené qu'une seule personne, moi aussi. On a frappé doucement à la porte quelques secondes plus tard, un coup sec et précis.
L'hôtesse l'a ouverte juste assez pour laisser entrer une femme en blazer bleu marine, un dossier familier à la main, et un sourire calme et professionnel sur le visage. « Bonjour, Laura », a dit Elena poliment. « J'ai cru comprendre que vous vouliez parler de l'héritage de Sarah. » Après cette réunion, ma mère a arrêté de faire semblant d'être blessée et a commencé à agir comme quelqu'un qui venait de perdre une enchère sur une maison très chère. Elle est sortie du restaurant, raide et silencieuse, Victor à son bras, son avocat marmonnant quelque chose à propos de « revoir les options ». Elena et moi sommes restés quelques minutes, juste assez longtemps pour que mes mains arrêtent de trembler. Elle m'a dit que j'avais géré la situation exactement comme il fallait, que j'avais tous les droits légaux de dire non, et que si ma mère tentait quoi que ce soit d'autre, nous nous en occuperions. Je voulais croire que c'était la fin. Pendant environ 3 jours, mon téléphone est resté silencieux. Pas de SMS culpabilisants, pas de longs messages vocaux. J'ai presque cru que le choc de voir une vraie avocate entrer avait calmé ma mère. Puis les messages ont recommencé, mais plus froids cette fois. Elle a envoyé un long texte disant à quel point elle était déçue, à quel point mon père aurait honte, et comment l'argent a changé. Elle a laissé entendre que si je continuais à être têtu, je pourrais regretter à quel point les choses pourraient devenir compliquées, avec les comptes et la paperasse. Cela ne ressemblait pas à une menace de nouvelles réunions autour d'un brunch. Cela ressemblait à un avertissement de quelqu'un qui avait finalement accepté qu'elle ne pourrait pas obtenir ce qu'elle voulait en demandant gentiment. J'ai tout transféré à Elena. Elle m'a dit de garder chaque message et de ne pas répondre. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a tordu l'estomac, si elle ne peut pas t'atteindre émotionnellement, elle pourrait essayer de t'atteindre financièrement. Ce soir-là, je me suis assise à mon comptoir de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, et j'ai passé en revue chaque compte que j'avais. J'ai changé les mots de passe, activé l'authentification à 2 facteurs pour ma banque et mes applications d'investissement, vérifié les questions de sécurité, et gelé mon crédit auprès des 3 principaux bureaux. C'était la version adulte de barricader la porte, une notification d'application à la fois. Mon père avait l'habitude de dire, dans ce pays, tes données valent plus que l'argent liquide dans ton portefeuille. Je n'avais jamais vraiment ressenti le poids de cette phrase jusqu'à ce que je clique dans les paramètres avec le cœur battant, imaginant ma mère chuchoter mon adresse d'enfance et le nom de mon premier animal de compagnie dans un écran de connexion. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email qui ressemblait exactement à ceux que ma banque envoyait habituellement. Même logo, même couleur, même modèle d'objet, action importante requise. La seule raison pour laquelle j'ai hésité avant de cliquer, c'est parce que le timing semblait faux. Je venais de mettre à jour ma sécurité, et l'univers est rarement aussi précis. J'ai survolé le lien au lieu de cliquer dessus. L'URL était proche, mais pas tout à fait correcte. Le genre de faux domaine qu'on ne remarque que si l'on est déjà méfiant. Mon sang s'est glacé. Quelqu'un n'avait pas juste deviné ma banque. Ils avaient fait attention. J'ai appelé la banque directement en utilisant le numéro ODOS de ma carte. Ils ont confirmé qu'ils n'avaient envoyé aucun email de sécurité cette semaine-là, et qu'il y avait eu au moins une tentative de connexion échouée depuis un appareil inconnu sur l'un de mes comptes d'investissement. Le représentant m'a aidé à tout verrouiller encore plus, puis m'a dit de déposer un rapport auprès des forces de l'ordre local et du service des fraudes de la banque. C'était surréaliste d'être assise dans mon petit salon, Netflix en pause sur une sitcom stupide, tout en expliquant à un détective au téléphone que ma propre mère essayait peut-être de pirater mon héritage. Il m'a suggéré de soumettre également une plainte via le centre de plainte pour les crimes sur Internet du FBI, IC3. Cela semblait intense, comme quelque chose que les gens font quand des inconnus à l'étranger volent leur crypto, pas quand leur mère vit à 1 heure de route sur l'autoroute. Pourtant, j'ai rempli le formulaire, joint les captures d'écran, les emails, et les notes de la banque sur les connexions échouées. Elena a tout examiné et m'a dit que j'avais bien fait. Si cela dégénère, a-t-elle dit, tu voudras une trace claire montrant que tu n'as pas simplement imaginé tout ça. L'étape suivante était de protéger la seule chose que je n'avais jamais vraiment considérée comme faisant partie de ma sécurité, ma véritable porte d'entrée. J'ai commandé une sonnette caméra Ring et quelques petites caméras de sécurité pendant ma pause déjeuner un jour, de la même façon que certaines personnes achètent impulsivement des chaussures. Elles sont arrivées 2 jours plus tard dans de joyeuses boîtes en carton. Les installer m'a fait me sentir à la fois ridicule et puissante. J'ai marché autour du condo avec mon téléphone, vérifiant les angles, m'assurant que chaque porte et la zone près des boîtes aux lettres de l'immeuble étaient visibles. Cela semblait dramatique, jusqu'à ce que j'imagine ma mère penchée sur ma boîte aux lettres ou assise dans sa voiture devant, se connectant au Wi-Fi invité de mon immeuble et prétendant qu'Internet lui-même lui devait une part.
Pendant un petit moment, rien ne s'est passé. Les caméras m'envoyaient des notifications quand le facteur passait ou quand mon voisin traînait ses poubelles devant ma porte, mais c'était tout. J'ai repris ma routine normale, télétravail, vidéos de yoga sur YouTube, défilement tardif sur Reddit. Une nuit, incapable de dormir, j'ai posté une version longue et anonyme de ma situation sur R. Le Galadvis. J'ai changé les noms et les lieux, mais j'ai dit la vérité sur l'héritage, la pression, la fausse réunion de famille, l'email bancaire bizarre. Les commentaires ont afflué. Les gens m'ont dit d'écouter mon avocate, de ne pas rencontrer ma mère seule, de tout garder par écrit, de traiter cela comme un crime et non comme un malentendu. Quelques-uns ont même admis avoir vécu des choses similaires quand un parent mourait et que l'argent était en jeu. Lire ces histoires m'a fait me sentir moins folle et plus concentrée. Je ne réagissais pas de manière excessive. Je réagissais, tout court. 2 semaines plus tard, un mardi après-midi, alors que j'étais en réunion Zoom, mon téléphone a vibré avec une alerte Ring. Quelqu'un était devant mon immeuble. J'ai jeté un coup d'œil à la miniature et j'ai vu une voiture que je reconnaissais depuis des années de sortie d'école, le SUV de Victor. Ma poitrine s'est serrée. J'ai éteint ma caméra sur Zoom, prétextant des problèmes de connexion, et j'ai ouvert le flux en direct. Victor était garé sur le trottoir, moteur au ralenti. Il avait son ordinateur portable ouvert sur les genoux, la lueur de l'écran éclairant son visage. Une seconde plus tard, une autre notification est apparue, mouvement détecté près des boîtes aux lettres. La deuxième caméra montrait ma mère debout là, téléphone pressé contre son oreille, regardant autour d'elle comme si elle vérifiait que personne ne regardait. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le petit flux audio. J'ai regardé ma mère parler dans son téléphone, puis regardé vers la voiture de Victor. À presque exactement le même moment, mon application bancaire a envoyé une notification push, appareil non reconnu tentant d'accéder à votre compte. C'était comme regarder des coordonnées s'aligner sur une carte. Ma mère à ma boîte aux lettres, Victor dans sa voiture devant mon immeuble avec un ordinateur portable. Mon compte me signalant que quelqu'un essayait de s'introduire par effraction. J'ai lancé l'enregistrement d'écran sur mon téléphone et j'ai laissé tourner. Plus tard, j'ai extrait les journaux du site web de ma banque montrant l'heure, l'adresse IP et la tentative de connexion échouée. Les eurodatages correspondaient aux images de la Ring à la minute près. J'ai tout envoyé à Elena, les vidéos, les journaux, la confirmation du rapport IC3. Elle n'a pas répondu par SMS cette fois. Elle a appelé, et sa voix était plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. Ce n'est plus juste du harcèlement, a-t-elle dit. C'est une tentative d'usurpation d'identité. Ils ne font pas que te pousser, ils enfreignent la loi. Le lendemain, avec son aide, j'ai déposé un rapport de police formel et mis à jour ma plainte auprès de l'unité cybernétique du FBI. J'avais l'impression de franchir une ligne que je ne pourrais jamais refranchir, mais je continuais de revoir l'image de ma mère à ma boîte aux lettres et de Victor caché dans sa voiture comme un adolescent essayant de voler du Wi-Fi. Quoi que ce fût, cela avait cessé d'être un drame familial au moment où ils avaient essayé de mettre la main sur l'argent que mon père m'avait laissé en se faisant passer pour moi. J'avais passé des mois à avoir l'impression d'avoir toujours un temps de retard sur leur combine. Maintenant, pour la première fois, j'avais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas effacer avec des larmes ou de la culpabilité, une preuve numérique, dure et laide. Et c'est à ce moment-là que cela a cessé d'être une guerre privée pour devenir une affaire qu'un juge allait devoir examiner, avec ma mère et sa nouvelle vie parfaite sous la lumière la plus crue possible. J'avais toujours pensé que les salles d'audience ne ressemblaient à ça qu'à la télé, tout en bois poli et en atmosphère lourde. Mais la vraie salle d'audience, au centre-ville de San Diego, semblait encore plus lourde, comme si les murs eux-mêmes avaient vu trop de gens mentir, s'effondrer et faire semblant d'être désolés. J'étais assise à la table du plaignant à côté d'Elena, mes mains enroulées autour d'une tasse de café devenu froid, fixant l'écran plat face au banc du juge. C'est là que ma vie était sur le point d'être diffusée en haute définition, ma porte d'entrée, ma boîte aux lettres, mon héritage, et les gens qui avaient décidé qu'ils le méritaient plus que moi. De l'autre côté de la salle, ma mère était assise à côté de Victor. Sa coiffure faite, son maquillage parfait, sa tenue soigneusement choisie pour crier « citoyenne responsable » au lieu de « femme qui a essayé d'entrer dans les comptes de sa fille ». Leur avocat était un homme différent cette fois, plus âgé, plus poli, le genre d'homme qui croyait probablement pouvoir convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Mia et Ethan étaient au deuxième rang derrière eux, habillés comme pour une assemblée scolaire. Ils ne témoigneraient pas, mais ils ne pouvaient pas prétendre ignorer pourquoi leurs parents étaient là. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé.
J'ai senti mes genoux vaciller légèrement, comme s'ils se souvenaient qu'ils appartenaient autrefois à une enfant, pas à quelqu'un sur le point d'écouter sa propre mère être décrite comme une criminelle. Le procureur a exposé les faits calmement, tentative d'accès à des comptes financiers protégés, emails frauduleux, comportements coordonnés capturés en vidéo et dans des journaux numériques. Il n'a pas utilisé de langage dramatique. Il a juste empilé des faits sur des faits jusqu'à ce qu'il y ait une tour dont je savais que ma mère ne pourrait jamais redescendre. Elena m'avait préparé à tout. J'avais vu les pièces à conviction à l'avance, mais quelque chose dans le fait de regarder l'écran s'allumer et de voir ma porte d'entrée du point de vue de cette petite caméra m'a tordu l'estomac. La vidéo montrait la date, l'heure, cet après-midi gris et terne. Elle montrait ma mère debout devant les boîtes aux lettres, son téléphone pressé contre son oreille, regardant autour d'elle comme si elle faisait quelque chose d'aussi anodin que de commérer, et non quelque chose d'aussi grave que d'essayer de voler mon nom. Puis le flux a changé pour l'angle sur la rue, Victor dans son SUV, ordinateur portable ouvert, la lueur bleu-blanc éclairant son visage alors que ses doigts bougeaient sur le clavier. Un délai infime, et le procureur a souligné comment, juste à ce moment-là, les journaux de ma banque enregistraient une tentative de connexion échouée depuis un appareil inconnu. Puis ils ont affiché la capture d'écran de la notification de mon application bancaire, celle qui avait fait battre mon cœur pendant que je regardais le flux Ring en direct. Les horodatages s'alignaient presque parfaitement. C'était comme regarder un documentaire criminel où le méchant était joué par votre propre famille. Leur avocat a essayé de tourner ça à leur avantage. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu, que ma mère vérifiait simplement des papiers, que Victor aidait avec un accès en ligne, qu'il pensait se connecter à un vieux compte conjoint du mariage. Il a essayé de me dépeindre comme paranoïaque, rancunière, faisant un drame à partir du deuil et de la confusion. Je suis restée assise et j'ai écouté, car je savais ce qui allait suivre. Elena s'est levée, calme et précise. Elle a rappelé au tribunal que le testament avait été entièrement homologué, que les comptes de mon père étaient à son nom seul, puis au mien, pas d'accès conjoint, pas de zone grise. Elle a montré les emails, le faux lien bancaire, la plainte IC3, les messages où ma mère avait laissé entendre que les comptes et la paperasse deviendraient compliqués si je ne coopérais pas. Elle a fait écouter l'un des messages vocaux où la voix de ma mère dérapait juste assez pour montrer la menace sous le sucre. Au moment où j'ai pris la barre, l'histoire était déjà claire. Mon travail n'était pas de faire une performance. C'était juste de dire la vérité, de la même manière stable que mon père aurait rapporté un bug informatique. J'ai expliqué la réunion de famille, l'accord de règlement qu'ils avaient essayé de m'imposer dans ce salon privé, la pression, les menaces, l'apparition soudaine de mails de phishing après mon refus. J'ai expliqué comment j'avais changé mes mots de passe, gelé mon crédit, parlé à ma banque, et été informé des échecs de connexion. J'ai décrit le fait de regarder les images de la Ring en temps réel et de sentir chaque pièce du puzzle s'emboîter. Le procureur m'a demandé ce que cela faisait de réaliser que ma propre mère était derrière tout ça. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai répondu honnêtement. J'ai dit que c'était comme regarder quelqu'un plonger la main dans ma poitrine pour essayer de prendre le dernier morceau de mon père qu'il me restait. Quand tout a été finalement soumis, et que les deux parties ont eu dit ce qu'elles avaient à dire, le juge a pris un long moment à feuilleter les papiers. On pouvait sentir la salle retenir son souffle. Ma mère regardait droit devant elle, le visage tendu, les yeux brillants d'une manière à laquelle je ne faisais plus confiance. Quand le juge a parlé, sa voix était stable, presque ennuyée, mais les mots ont frappé comme un marteau. Il a dit que les preuves montraient des tentatives claires d'obtenir un accès non autorisé à mes comptes en utilisant des méthodes trompeuses. Il a expliqué que l'utilisation de la familiarité personnelle et de connaissances antérieures pour usurper l'identité de quelqu'un n'est pas un malentendu familial, c'est de la fraude. Il a reconnu qu'aucune somme importante n'avait été prise avec succès, mais que cela n'effaçait ni l'intention ni l'effort. Il a déclaré ma mère et Victor coupables des charges liées à la tentative d'usurpation d'identité et de fraude. Il ne les a pas condamnés à une peine de prison dramatique de série télé. Au lieu de cela, il a fait quelque chose qui, dans le monde réel, fait mal plus longtemps. Il a imposé une lourde amende, des dizaines de milliers de dollars, plus le remboursement de mes frais juridiques. Il les a mis en probation, ce qui signifiait que chaque mouvement financier qu'il ferait pendant des années serait surveillé. Il leur a ordonné de suivre un programme sur les crimes financiers, puis il a accordé l'ordonnance restrictive qu'Elena avait demandée, leur interdisant de me contacter directement ou indirectement pendant 5 ans, leur interdisant de s'approcher de mon domicile, de mon lieu de travail, ou de toucher à quoi que ce soit lié à mon nom. Il a également noté la licence immobilière de Victor et a renvoyé l'affaire au Conseil des licences.
J'ai vu le moment exact où Victor a compris ce que cela signifiait. Ses épaules se sont affaissées comme si quelqu'un venait de retirer une pièce maîtresse du plateau. Pas de licence, pas d'annonce de luxe, pas de commission facile pour financer le style de vie que ma mère avait soigné en ligne. Ce qui m'a vraiment surprise, ce n'était pas la partie juridique. C'était le silence après, quand nous sommes sortis dans le couloir. Il n'y a pas eu de cris dramatiques ni de coups de poing. Ma mère ne m'a pas poursuivi pour me supplier. Elle est juste restée là, fixant un poing sur le sol, sa vie soigneusement arrangée s'effondrant d'une manière qu'elle ne pouvait pas réparer avec un filtre ou une légende. Pendant des années, elle avait posté sur le fait d'être « bénie ». Maintenant, elle évitait le regard de tout le monde, comme si elle comprenait enfin que les bénédictions ne sont pas quelque chose que l'on vole à son propre enfant. Je suis passé devant elle sans m'arrêter. Pas par cruauté, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire que le jugement n'avait pas déjà dit en mieux. Pour la première fois depuis la mort de mon père, j'ai senti que le sol sous mes pieds m'appartenait à nouveau. Pas à la version de la famille selon ma mère, pas à sa soif d'équité, mais à la fille que mon père avait élevée pour comprendre que la vraie valeur est quelque chose que l'on protège. Même quand la personne qui essaie de la prendre partage votre nom de famille. Dans les semaines qui ont suivi le verdict, ma vie ne s'est pas transformée comme par magie en une photo brillante, d'après. Mais pour la première fois depuis longtemps, le silence dans mon condo ressemblait à la paix au lieu de la solitude. Je me réveillais sans vérifier mon téléphone en panique, m'attendant à moitié à une nouvelle menace ou à un message vocal culpabilisant. Les seules notifications que je voyais étaient les habituels pings Slack du travail, les emails de mon manager au sujet d'un nouveau sprint, les rappels de mon application de budget, mes comptes étaient en sécurité, ma caméra de sonnette ne montrait rien de plus dramatique que des colis Amazon et mon voisin promenant son chien. C'était étrange de voir à quel point la sécurité semblait normale une fois qu'on l'avait enfin retrouvée. Le gâchis juridique derrière moi, Elena m'a aidé à m'asseoir et à passer en revue tout ce que mon père avait laissé, non pas comme des cibles sur une carte, mais comme des outils pour un véritable avenir. Nous avons déplacé certaines de ces actions technologiques soigneusement choisies vers de larges fonds indiciels, mis en place un fonds d'urgence, et créé un plan pour ma retraite qui l'aurait rendu fier. Au lieu de me sentir coupable chaque fois que j'ouvrais mon application bancaire, je commençais à me sentir capable, comme si je ne faisais pas que m'accrocher à ce qu'il m'avait donné, mais que je le faisais réellement fructifier. J'ai gardé mon emploi dans la tech, travaillant à distance depuis le même condo que nous avions partagé autrefois. Certains matins, je m'asseyais à la petite table à manger avec mon ordinateur portable, un café du Starbucks au service au volant en bas de la rue, et je regardais vers la chaise vide où il avait l'habitude de s'asseoir avec sa propre tasse et une pile de codes imprimés. Ça faisait mal, mais d'une manière propre, comme une cicatrice qui avait fini par guérir. La thérapie a aidé pour le reste. J'ai trouvé une conseillère spécialisée dans le deuil et les traumatismes familiaux, quelqu'un qui n'a pas bronché quand j'ai dit à voix haute, ma mère a essayé de voler mon héritage. Nous avons parlé de limites, de la façon dont la famille est censée vous protéger, et non vous démonter pour récupérer des pièces, et de la façon dont je pouvais porter la mémoire de mon père sans porter chaque mauvaise décision prise par ma mère. Lentement, le nœud dans ma poitrine s'est desserré. J'ai réalisé que j'avais passé des années à essayer de gagner une place dans une version de la famille qui ne m'avait jamais vraiment incluse. Perdre ce fantasme a fait moins mal que je ne le pensais. C'était comme se réveiller d'un rêve où l'on était toujours la chaise supplémentaire à la table. J'ai commencé à me montrer dans des endroits différents, à la place. Un studio de yoga local où personne ne savait rien de mon nom de famille, juste que je prenais toujours un tapis près de la fenêtre. Un groupe de rencontres communautaires pour les femmes dans la tech qui échangeaient des histoires sur du mauvais code et des patrons pire encore, mais aussi sur le soutien mutuel dans leur carrière et leurs objectifs. En ligne, je me suis éloigné du défilement morbide pour aller vers des communautés qui aidaient vraiment les gens. J'ai envoyé un message à un modérateur sur R Personal Finance et demandé comment je pouvais rendre l'appareil sans trop en dévoiler. Ensemble, nous avons nettoyé mon ancien post anonyme sur R Le Galadvis et l'avons transformé en un avertissement, comment documenter les abus financiers, comment protéger vos comptes, comment reconnaître quand les conversations familiales sur l'argent ont franchi la ligne de la manipulation. Avec une partie de la restitution et une portion de mon héritage, j'ai fait un don à une organisation qui soutient les victimes d'usurpation d'identité. Cela semblait juste qu'une partie de l'argent que ma mère avait essayé de voler finisse par aider des gens dont la vie avait été déchirée par le même type de crime. Je ne l'ai pas crié sur les réseaux sociaux. J'ai juste gardé l'email de confirmation dans un dossier intitulé « Papa aimerait ça ». Quant à ma mère, les conséquences imposées par le juge ont fait exactement ce qu'elles étaient censées faire.
Les amendes et les frais juridiques l'ont obligée à vendre la grande maison dont elle se vantait en ligne. Les problèmes de licence de Victor signifiaient moins de contrats, moins de revenus, moins de publications sur la conclusion d'une autre vente de maison de rêve. Leur fil Instagram a ralenti, puis est passé du champagne et des couchers de soleil à des citations vagues sur le fait de recommencer à zéro et d'apprendre qui vous soutient vraiment. Aucune de ces publications ne portait mon nom. L'ordonnance restrictive les tenait hors de ma boîte de réception et loin de ma porte d'entrée. Mia et Ethan n'ont pas cherché à me joindre, et je ne suis pas allé les chercher. Peut-être qu'un jour, quand ils seront plus vieux et qu'ils trieront les morceaux par eux-mêmes, ils verront ce qui s'est réellement passé. Peut-être qu'ils me détesteront pour ça. Ou peut-être qu'ils comprendront silencieusement. Quoi qu'il en soit, ce choix leur appartient, pas à moi. Les gens disent parfois, mais c'est quand même ta mère. Comme si la biologie était une sorte de bouclier moral. Ce que j'ai appris, c'est que l'ADN partagé ne donne à personne le droit sur votre avenir. L'amour se prouve dans la façon dont les gens vous protègent quand c'est incommode. Pas dans la force avec laquelle ils crient « famille » quand il y a de l'argent sur la table. Le véritable héritage de mon père n'était pas le condo ou les comptes. C'était le tableur qu'il m'avait appris à lire, le score de crédit qu'il m'avait dit de garder. L'idée que l'intégrité compte même quand personne ne regarde. C'était le courage d'entrer dans une pièce pleine de gens qui voulaient tout prendre et de dire non. Si vous n'avez jamais traversé une dispute familiale pour de l'argent, j'espère que vous ne le ferez jamais. Mais si vous êtes assis là en ce moment avec un nœud dans l'estomac, regardant quelqu'un que vous aimez essayer de transformer votre loyauté en moyen de pression, je veux que vous entendiez ceci clairement, vous n'êtes pas égoïste de protéger ce qui est à vous. Vous n'êtes pas cruel de fixer des limites. Vous n'êtes pas une mauvaise fille ou un mauvais fils pour refuser d'être escroqué par quelqu'un qui se trouve partager votre nom de famille. Dans un monde où une grande partie de notre vie est liée à des mots de passe, des comptes et des traces écrites, la chose la plus importante que vous possédez est votre capacité à dire « non, ça s'arrête ici ». Ma mère m'a piégé dans une réunion de famille, et elle est partie en pensant qu'elle pouvait me menacer pour que je lui remette mon héritage. Ce sur quoi elle n'avait pas compté, c'est que mon père m'avait déjà donné quelque chose qui valait plus que chaque dollar qu'elle poursuivait, la connaissance que la vraie famille protège votre avenir. Elle n'essaie pas de le voler.